Bonjour, bienvenue sur ce webinaire sur l'empreinte carbone et la mobilité. J'espère que ça pourra répondre à toutes les attentes que vous aviez en vous inscrivant. Je suis accompagnée aujourd'hui par plusieurs personnes qui vont partager leur expérience et leur expertise sur le sujet. Tout d'abord, Charlotte. Bonjour à tous. Qui est Euh, donc Pardon, je suis donc catégorie manager au sein du groupe Thales au niveau des achats généraux et plus particulièrement sur la partie travel et MICE. Voilà, Elsa. Bonjour Mélie, je suis Elsa Lemoine, je suis la directrice des ventes France chez CWT depuis 3 ans. Je suis pas nouvelle chez CWT parce que ça fait 12 ans que j'évolue notamment sur la cellule conseil. Chez CWT, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est présent dans 150 pays et on accompagne nos clients dans la consolidation, la gestion et l'optimisation de leur programme voyage. Je suis toute particulièrement contente d'être présent et de participer à cette discussion puisque c'est un sujet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur chez CWT tout particulièrement. Et je suis accompagnée d'Henrik. Oui, bonjour à tous. Donc, Henrik Zimborski, je fais partie de l'équipe de la division conseil de CWT, cette division qui a pour but d'accompagner nos clients dans l'optimisation de leur programme voyage. Et je suis plus particulièrement spécialisé dans l'accompagnement vers une démarche plus responsable. Et donc moi-même, Amélie Berweg, je suis partenaire au sein du cabinet Axis Odyssée. Nous accompagnons nos clients dans toute la revue de leur écosystème Travel Expense, y compris du coup les sujets RSE. Et je serai donc votre animateur pour ce webinaire. Alors pourquoi on a choisi cette thématique de la RSE et plus précisément dans la RSE l'empreinte carbone? Alors hormis qu'avec cette situation de crise, c'est un sujet d'actualité forcément qui fait de plus en plus d'écho et de plus en plus de prise de conscience. On a quand même des enjeux qui sont extrêmement forts d'un point de vue entreprise aujourd'hui. On sent que les enjeux qui sont négociés au niveau État commencent à redescendre dans les différentes sociétés. Et donc, il y a des objectifs à 2030 et 2050, et entre autres, 2050, la neutralité carbone. Alors, les entreprises ont beaucoup focalisé au début sur ce qu'on appelait les scopes 1 et 2, c'est-à-dire tout ce qui est en lien direct avec leur activité, les locaux, etc., les sites de production, par exemple. Mais la mobilité qui est dans le scope 3 représente quand même un montant, un volume important finalement dans cette empreinte carbone, qui n'est aujourd'hui pas obligatoire à monitorer et à contrôler, mais qui forcément va peut-être le devenir, ou en tout cas ça devient un enjeu, parce que pour atteindre les objectifs de 2050, il va falloir se préoccuper de ce scope 3 dont fait partie la mobilité. Alors du coup, qui dit grande entreprise et enjeu RSE, que se passe-t-il chez Thales du coup? Est-ce que ça correspond un peu à l'évolution que je viens de citer? Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi sur ces sujets-là? Oui, alors oui, tout à fait. Elles datent pas d'hier. En fait, les premières actions, les premières démarches RSE, elles ont plus de 10 ans maintenant chez Thales. C'est vrai, il y a eu un coup d'accélérateur avec la signature en 2016 par notre CEO directement de la politique RSE et dernièrement le jalon sur toute la partie signature de la stratégie bas carbone avec des objectifs que vous voyez en dessous qui sont vraiment ambitieux, qui sont forts sur des émissions donc d'ici 2030, des baisses d'émissions sur la partie directe et la partie indirecte. Donc on est à moins 40% sur la partie directe. Donc pour nous, c'est toute la partie mobilité du personnel, des collaborateurs, toute la partie également opération interne. Et puis après, nous avons également moins 15% sur tout ce qu'on appelle émissions indirectes, c'est-à-dire équipement client, nos achats avec nos fournisseurs, etc. Et cela, on a un jalon en fait intermédiaire en 2023 qui est déjà très très ambitieux avec 20% sur le direct et 7% sur 2020 sur l'indirect. Donc 2023 c'est demain. Au niveau des piliers sur la partie RSE, on a 4 grands piliers. Donc là, on a effectivement toute la partie sociétale, la partie gouvernance, la partie HSE, et puis on a une dernière qui est sur la partie achat qu'on voit juste sur la slide d'après, qui est sur toute la prévention de la corruption et toute la partie éthique qui est effectivement extrêmement importante. Et on a un socle commun pour l'ensemble de ces 4 piliers qui est une charte sur lequel s'engage l'ensemble de nos partenaires et l'ensemble de nos fournisseurs, qui s'appelle la charte ICR, qui couvre voilà l'ensemble des sujets, que ça soit sur la partie intégralité et responsabilité, que ça soit sur les droits de l'homme, que ça soit sur la partie écologique, que ça soit sur la partie protection des datas, qui est effectivement aussi très importante chez Thales.
Alors, au niveau de notre démarche achat, on a évidemment, comme toute démarche achat, on doit commencer par savoir de combien on parle. Et on a évidemment, en termes de calcul, c'est extrêmement important chez nous de savoir en termes de dépenses de CO2. Et on a commencé en fait ça assez tôt en préparant le séminaire, justement, on se demandait quand, parce que moi ça fait un peu plus de 6 ans que je suis chez Thales et on le faisait déjà. Donc en fait, on prend notre agence de voyage, on rassemble l'ensemble de ces datas pour calculer effectivement sur nos postes les plus importants au niveau du travel notre dépense de CO2. Et puis après les actions, on va les détailler plus tard, donc je vais pas trop m'étendre dessus, mais c'est pas récent. Voilà, c'est pas récent, clairement. Et après, c'est en fonction de ce chiffrage, on décline et on trouve les meilleures actions possibles et qu'on peut après discuter avec notre direction. Donc ça s'inscrit vraiment dans une démarche aussi achat global, tout à fait, et pas uniquement que mobilité ou RSE finalement. Oui, les objectifs que je vous ai présentés sont des objectifs globaux, et ça c'est l'intérêt aussi d'avoir un sponsoring fort de notre CEO. Mais après, elles sont déclinées en fonction sur tous les services, dont les achats évidemment. Très bien. Du coup, côté Carlson, est-ce que du coup cette démarche qu'a Thales, c'est quelque chose que vous voyez chez vos clients? Est-ce que c'est de plus en plus fréquent? Enfin voilà, est-ce que vous voyez une évolution dans les exigences, les attentes en fait qu'il peut y avoir? De la même façon que chez Thales, l'approche RSE n'est pas nouvelle chez CWT puisqu'elle fait partie intégrante de notre ADN en tant qu'entreprise. D'ailleurs, la démarche a été nommée Responsible Business il y a plus de 20 ans par la famille Carlson, qui a même une fondation qui œuvre beaucoup ces choses-là. Et donc, elle montre l'importance stratégique en fait du sujet au cœur du business et au cœur de la culture d'entreprise. Elle est par ailleurs relayée par le board et par le comité exécutif global. Donc, il s'agit vraiment d'une démarche holistique où l'ensemble des piliers RSE qu'on connaît sont couverts, comme l'éthique, le social, le sociétal, l'environnemental, qui est notre sujet sous l'empreinte émission carbone aujourd'hui, et bien entendu, surtout pour nous, les produits et services qu'on met à disposition de nos clients au jour le jour. Donc, on a toujours en fait travaillé sur ces sujets-là, puisqu'on, de par notre engagement, on a un besoin, une forte demande de nos clients. Mais plus particulièrement, depuis 2 ans, on a mené un travail de fond avec une équipe de passionnés sur le sujet, avec des recherches, des discussions, des brainstorming avec nos clients, des développements d'outils pour lancer fin d'année dernière une approche donc vraiment holistique et qui permet la mise en place d'un programme voyage responsable. Donc cette approche s'appelle ECO, comme vous le voyez aujourd'hui maintenant sur la diapositive. ECO pour Employee Wellbeing, Climate Impact et Organizational Performance. Donc on voit bien là les 3 parties intégrantes de la gestion d'un programme voyage, et donc en cela effectivement ça changeait un petit peu la donne. Sur le sujet, donc l'enjeu bien entendu c'est de concilier l'aspect environnemental avec le bien-être du voyageur tout en optimisant les coûts pour l'entreprise. Mais il y a un rééquilibrage des attentes en fait, des clients qui est quand même constaté. Exactement, et d'où vraiment cette nécessité d'avoir cette approche-là. Sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, notamment les reporting, je rejoins Charlotte, ça fait très longtemps effectivement qu'on propose des reportings consolidés sur les émissions carbone depuis plus de 15 ans maintenant. Donc c'est un sujet, c'est un standard plutôt chez nous. Ce qui a évolué donc récemment, c'est avec cette offre ECO, c'est qu'on a travaillé en partenariat avec une ONG qui s'appelle Atmosphère. Et cette ONG est spécialisée dans le calcul des émissions et de la compensation des émissions carbone. Donc, en ce sens, on avait trouvé on l'a choisie parce qu'elle apportait une approche différenciante au plus proche de la réalité. Donc, vraiment, elle nous a plu pour ça. En effet, comme je le disais en introduction, je pense qu'on a tous vu une préoccupation croissante sur le sujet environnemental des pays, de notre secteur. On dit les émissions carbone ont augmenté de 43% sur 20 ans et de 13% sur 10 ans. Je pense que on est tous d'accord pour dire qu'il était temps d'agir. Donc voilà, donc sans surprise,
le reporting carbone est devenu finalement un indicateur et là est vraiment un besoin pour les travel managers, hein, comme très bien expliqué Charlotte, et est devenu un indicateur interne et externe. Externe, je le rappelle, parce que c'est un des indicateurs qui est évalué par des entreprises d'évaluation de performance RSE, comme EcoVadis, par exemple, qui est celui que nous on a choisi et qui nous évalue depuis 10 ans maintenant. Donc, sans grande surprise, le reporting a évolué vers beaucoup plus de complexité, avec deux objectifs clairs, je dirais, une vision complète parce que avec une vision de l'ensemble des déplacements et de l'hébergement, et par ailleurs une vision plus juste et prenant en compte l'ensemble des paramètres qui ont un impact sur le climat, donc l'ensemble des gaz à effet de serre et les particules. La deuxième chose qu'on voit, c'est que on a une demande aussi pour différents formats qui finalement avec des objectifs qui oscillent entre suivi et éducation. Pour les travel managers ou des responsables d'achat dans le travel, on va davantage fournir des reportings complets, visuels, qui mettent en perspective l'évolution des émissions carbone par rapport à l'évolution des coûts et bien entendu procurer des conseils sur comment réduire cet impact carbone et bien entendu voir l'impact sur les coûts et sur le bien-être. Pour les voyageurs, on va davantage être sur des infographies simples avec quatre chiffres clés, leur empreinte carbone, l'évolution par rapport à la période passée et par rapport à l'objectif de l'entreprise, hein, c'est clé, et bien entendu aussi une idée de benchmark. À quoi ça correspond, c'est-à-dire par exemple par rapport à l'empreinte carbone d'un citoyen français moyen, je veux dire. Donc ça lui permet de se rendre compte et de devenir de le valoriser et de devenir clairement acteur du jeu. Très bien. Je vois qu'on a une petite question annexe sur le chat qui est est-ce qu'on pourra avoir la présentation? Alors elle sera du coup dans le replay, mais pour ceux qui le souhaitent, on peut tout à fait l'envoyer aussi par mail séparément, que vous ayez toute l'attention disponible du coup pour l'oral sans avoir à prendre de notes. Donc très bien, merci beaucoup Elsa pour ce complément sur la partie reporting. Alors c'est sûr que c'est le premier sujet souvent auquel s'adresse l'entreprise quand elle commence à traiter les aspects RSE, parce que finalement la partie empreinte carbone c'est la partie qui est la plus quantifiable et c'est celle sur laquelle l'entreprise est la plus attendue en fait à court terme. Alors, comment ça se passe généralement? À un moment donné, l'entreprise décide de rajouter le scope 3 dans ses calculs et là, le travel manager ou l'acheteur voyage, en fonction des interlocuteurs, ou directement l'agence, c'est aussi des cas de figure, se retrouve sollicité pour estimer l'empreinte carbone. Donc là, sur le papier, ça a l'air simple. On se dit, on applique les standards qui existent et puis voilà, on calcule son empreinte carbone. Dans la réalité, quand on commence à s'atteler au sujet, c'est beaucoup plus complexe que prévu. Pour la première raison qu'il n'y a pas de standard. Et donc, du coup, se dire qu'on va se reposer intégralement sur d'autres acteurs ou survoler un peu le sujet pour un jour avoir le montant de l'empreinte carbone annuelle est assez utopique. Et ça veut dire que les acteurs en interne doivent aussi se remonter les manches et puis quelque part s'approprier le sujet, comprendre les enjeux, comprendre les écarts. Parce que aujourd'hui, tous les prestataires fournissent de l'empreinte carbone. Est-ce que tous ont fait des démarches pour s'assurer qu'elle est la mieux évaluée possible, la plus exploitable derrière? Pas forcément. Donc d'où l'importance de s'approprier ce sujet-là en interne, chose que du coup Thales a fait du coup depuis plusieurs années et qui a été un challenge important dans la première étape. Et donc Charlotte, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu voilà, les challenges qui ont été rencontrés dans ce calcul de l'empreinte carbone sur la partie mobilité? En fait, j'aurais bien aimé avoir ce webinaire avant de commencer, ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Parce qu'effectivement, naïvement, je pensais qu'il y avait un standard. Et en fait, tu as tout résumé, il n'y en a pas. Il y a des multitudes d'acteurs, des multitudes de méthodes qui ne sont pas forcément coordonnées. Et en fait, moi, j'ai tout simplement constaté des écarts entre ce que mon service HSE pouvait me donner et ceux des fournisseurs. Voilà, au début je croyais que c'était des erreurs, mais en fait des gaps qui sont assez importants et qui n'étaient pas forcément explicables sur un même périmètre. Donc effectivement la clé c'est les facteurs d'émission. Selon les méthodes,
il y a des facteurs d'émission qui sont différentes. Donc, la première chose, c'est de définir la méthode. Et en fait, on a une méthode en creusant le service HSE. En général, les services HSE font un guide qui sont plus ou moins grands. Donc, nous, c'est un petit dico quand même, mais sur lequel on a l'ensemble des méthodes qui ont été expliquées. Et on fait un postulat de départ en disant, voilà, on choisit cette hypothèse. Donc, je suis pas une spécialiste, mais il y en a plusieurs qui sont connus. Il y a DEME, il y a DEFRA. Dans DEFRA, on a ce qu'on appelle le GHG, le Greenhouse Gas. Donc, c'est cette hypothèse-là que Thales a choisi. Voilà, ça aurait pu être une autre, peu importe. Un point de départ. Il faut un point de départ. Et il faut un point de départ sur lequel c'est extrêmement détaillé. Et donc, l'idée, après, c'est d'essayer de le résumer et de le donner à nos fournisseurs. Moi, ce que je conseille effectivement, c'est d'avoir, encore une fois, ce qu'on a dit, d'avoir une data consolidation, parce que quand on distribue à un seul acteur, c'est quand même beaucoup plus facile qu'à une myriade. Et après, cet acteur qui consolide, il applique la méthode que l'on choisit. Donc, soit on applique celle du fournisseur et ça s'entend et on est clair là-dessus, soit on utilise celle que la société a décidée, si c'est le cas. Et c'est vrai que nous, on en a une, donc ça a été, c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc, aligner les partenaires, quand c'est possible, effectivement, c'est extrêmement important. Et si on peut avoir de la consolidation, c'est encore mieux. Et puis, au niveau du périmètre, après, on a différentes choses qui peuvent jouer sur ce facteur d'émission. Par exemple, sur l'aérien, on a le court courrier, on a le moyen courrier, on a le lourd courrier, on a toute la partie classification, classe qui va être également détaillée. Donc, nous, c'est effectivement aussi dans ce guide de méthodologie, c'était assez clair, mais il faut y penser. Il faut bien essayer de faire un mini guide qui soit le plus explicite possible pour avoir des datas qui soient comparables. Encore une fois, c'est les achats, on doit comparer des pommes et des pommes et sinon on se perd complètement. Je pense qu'il y a des entreprises aussi peut-être qui n'auront pas forcément au niveau global en fait l'accompagnement qu'il y a peut-être eu du service HSE chez Thales. Et donc du coup, c'est important de se dire que cette méthodologie, elle peut être définie aussi parfois par l'acheteur ou le travel manager avec ses partenaires pour être force de proposition. Quand il y a quelque chose qui a déjà été cadré, tant mieux, ça c'est sûr, même s'il faut quand même se pencher dessus. Mais il y a quand même, je pense, plein de contextes où c'est l'acheteur ou le travel manager qui va devoir se remonter les manches. Tout à fait. C'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est on a eu à partir du moment où on a signé cette politique low carbone, un département Sustainable Procurement qui a été créé et donc sur lequel on avance en mode projet et qui fait en fait un peu la navette entre le service HSE et les services achats. Donc ça nous a permis aussi d'avancer un peu plus vite sur ces démarches. Et puis bon, les challenges, on en parlera aussi après, mais après il y a toute la partie change management qui ça s'arrête pas au calcul. Ça s'arrête pas au calcul. Exactement. Alors côté du coup Carlson, avec le partenariat avec Atmosphère, vous avez du coup développé toute cette expertise sur qu'est-ce qui rentre en ligne de compte et comment le faire. Pour vous, c'est quoi du coup les challenges qui sont rencontrés par le travel manager ou l'acheteur qui lui n'a pas forcément eu les billes en fait d'une autre direction pour calculer. C'est quoi les challenges principaux en fait qu'ils rencontrent? Bien, certains des challenges ont été déjà mentionnés par Charlotte, mais il est vrai que lorsqu'on a commencé à travailler sur notre approche ICO, on s'est rapidement aperçu qu'il y a des éléments à prendre en considération qui sont absolument incontournables dans le secteur du voyage d'affaires et il faut les prendre en considération dans la méthode de calcul. Le premier est l'harmonisation. On l'a dit, effectivement, il n'y a pas un seul standard dans l'industrie, pas une méthode de calcul unique utilisée par l'ensemble des fournisseurs. Donc, si on veut les comparer sur une même base, il faut absolument harmoniser la méthode de calcul. C'est vraiment un des premiers éléments. Un second élément, c'est ce que j'appellerais obtenir une visibilité globale de ces émissions. Donc là, je fais référence à une méthode de calcul qui couvre l'ensemble du périmètre, l'ensemble des catégories de voyage, mais également l'ensemble des émissions et des particules qui sont émises. Parce que il apparaît que des fois, il y a des méthodologies qui couvrent seulement l'aspect aérien, seulement les déplacements de train et les CO2. Et c'est pas totalement abouti. Là, il y a également les émissions liées au déplacement, ou plutôt au séjour en hôtel, au déplacement en voiture également, qui sont à prendre en considération. Donc, obtenir une visibilité globale qui n'est pas forcément évident pour les travel managers. Surtout que selon les choix aussi que l'entreprise a fait, elle a consolidé ou pas ses modes de réservation, exactement, ce qui permet ou pas aux acteurs d'avoir l'information. Absolument. Plus on a diversifié l'écosystème et fait de liens directs avec chaque prestataire,
moins c'est facile de consolider l'information. Exactement, c'est ça. Donc, il faut pouvoir obtenir collecter, finalement, faire cette data consolidation des différentes sources qu'on a pour obtenir une visibilité globale de ces émissions. Un autre point, on l'a dit encore, il n'y a pas de standard, donc c'est tout à fait normal que les méthodes évoluent et que les critères qui font partie de ces méthodes évoluent également. Je donnerai ensuite quelques exemples de certains critères, mais il faut prendre en considération, la méthode de calcul doit évoluer d'ici 6 mois, d'ici 1 an, en collaboration avec son département HSE, en collaboration avec ses fournisseurs, pour pouvoir avoir un calcul extrêmement juste et précis. Et un dernier élément, c'est la transparence de la méthodologie. Pourquoi? Pour faciliter l'harmonisation auprès des fournisseurs, mais également pour pouvoir les comparer plus facilement, mais aussi pour pouvoir justifier la méthode choisie en interne avec son département HSE, avec les différents partenaires également, pour leur dire voilà, vous êtes évalué sur tel critère, nous avons choisi cette méthode parce qu'elle couvre telle catégorie, tels éléments, et ainsi de suite. Donc, finalement, je dirais que il faut créer une méthodologie qui puisse englober l'ensemble de ces éléments, puisque c'est la seule façon de pouvoir comparer les fournisseurs sur une même base, sur une même échelle, avec du coup les mêmes critères. Et c'est pourquoi, du coup, de notre côté, on s'est rapproché d'un expert sur le sujet, on l'a mentionné, Atmosphère, puisque premièrement, le calcul des émissions, ce n'est pas notre expertise, hein, c'est pas notre cœur de métier. Et la RSE, c'est aussi pouvoir s'entourer de son écosystème, pouvoir s'entourer d'experts sur le sujet pour créer de la valeur ajoutée. Donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est rapproché de cette ONG et qui a développé une méthode qui est spécifique au voyage d'affaires et qui répondait entièrement à nos préoccupations, nos attentes, mais également aux besoins de nos clients, puisque, comme je le mentionnais, elle couvre l'ensemble des éléments que je viens d'évoquer. Je rajoute un point sur l'aspect transparence de la méthodologie. C'est comme pour tout sujet reporting, hein, indépendamment de l'empreinte carbone, c'est que ça donne aussi de la transparence sur le niveau de qualité de la donnée et des traitements qui sont faits. Puisqu'on peut recevoir 2 reportings qui ont exactement la même tête, en fonction de comment ça a été traité en amont et comment c'est industrialisé, la fiabilité n'est pas du tout la même. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. Et puis l'harmonisation, effectivement, c'est un sujet clé dans notre industrie. Étant donné la multiplicité des fournisseurs, ça a toujours été effectivement nous permettre de comparer des points avec des points. Voilà, c'est exactement ce qui est mentionné, effectivement. Alors si on prend du coup 2 exemples, parce que du coup les gens ont été curieux de savoir un petit peu, on dit que c'est spécifique, il y a plein de méthodes de calcul, etc. Si on prend l'exemple de l'aérien et de l'hôtel, du coup, Henrik, quels sont les éléments en fait qui pourraient rentrer dedans? Eh bien, du coup, pour obtenir vraiment un calcul qui est juste, qui est précis, voici du coup quelques exemples et quelques critères, notamment sur l'aspect aérien, le type d'avion, l'âge de l'avion, mais également le modèle du moteur et des ailes, puisque ça va impacter le montant de kérosène que l'avion va finalement consommer. Et c'est là aussi, je reviens sur mon point de mise à jour du calcul, les constructeurs de moteurs, d'ailes ou d'avions dans son ensemble innovent également avec des nouveaux matériaux, avec un nouveau design pour justement favoriser une consommation moindre des carburants. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de mettre à jour sa méthode, il est nécessaire de mettre à jour les éléments, les tableaux de référence dans les méthodes et les critères qui sont utilisés. Autre élément, également l'altitude du vol, ainsi que les détours et les attentes au stationnement. Pourquoi? Parce qu'au plus un avion vole haut, au plus il va consommer de kérosène, au plus il va le polluer, mais également sur un trajet qu'il fait, s'il y a un détour dû aux conditions climatiques, il va consommer évidemment plus. Idem pour le stationnement, tant qu'un avion n'a pas coupé ses moteurs, eh bien il continue à consommer. Donc, ce sont des éléments à prendre en considération. On s'en rend pas compte en tant que voyageur parfois, en tant qu'utilisateur d'avion, mais effectivement, des fois les avions stationnent en air, mais également stationnent au sol. Je pense que ça nous est tous arrivé d'attendre 10 minutes avant de pouvoir débarquer de l'avion, ou plus parfois. Eh bien, voilà, il faut prendre en considération ces critères. Autre élément, le remplissage, la configuration des sièges, puisque les émissions émises par l'avion vont être réparties par l'ensemble des passagers. Et également, comme ça a été mentionné, la cabine, la classe réservée par le voyageur, puisqu'un voyageur en business va avoir un impact plus important des émissions qui vont être du coup reportées sur son voyage. Et je l'ai mentionné également, les autres particules, les autres gaz à effet de serre, pas uniquement le CO2, il y a le dihydrogène, le nitrogène, qui sont ensuite calculés en CO2 équivalent, mais qui doivent absolument faire partie de la méthode de calcul, parce que sinon c'est juste incomplet
et il faut absolument les intégrer. Et je pensais en complément sur Ouais. la partie que tu évoquais sur le stationnement. Air France qui expliquait qu'il y avait des gros sujets sur l'intelligence artificielle, sur comment optimiser du coup tout ce qui est temps d'attente de l'avion, mais aussi méthode de conduite, comme en voiture, des Absolument. pilotes, Tout à fait. pour optimiser le kérosène, et que ça, c'était un gros levier en fait en termes de. Et il y en est absolument un très bon point. Il en est de même aussi pour les détours, l'itinéraire des avions. Ouais. Ils ont développé beaucoup d'outils technologiques pour vraiment prédire où sera le nuage presque en temps réel et pouvoir ajuster la trajectoire. Donc, il y a beaucoup de compagnies aériennes qui également ont développé ce type d'outils. L'éco-conduite, elle est déployée même sur le train, en fait. Elle est Oui. déployée partout Mmh. maintenant, de Ouais. plus en plus. Et là, pour le coup, c'est de la formation. Hein. Oui. Alors, Absolument. est-ce que sur l'hôtel, du coup, c'est les mêmes challenges, les mêmes enjeux? Alors, ouais, ça reste effectivement les mêmes enjeux, les mêmes challenges, c'est juste des critères différents. On a le taux d'occupation, au même titre que le taux de remplissage pour un avion. Il faudra également utiliser le pays de l'hôtel. Bon, c'est une donnée relativement facile à obtenir. Pourquoi? Eh bien, c'est pour pouvoir calculer la consommation d'eau, la consommation d'énergie, et ceci se fait à travers le fournisseur d'énergie. Donc, chaque pays a son propre fournisseur, plus ou moins, avec leur propre performance énergétique. Donc, il faut absolument connaître le pays et le fournisseur qui est effectivement les températures, les fournisseurs qui sont dans les différents pays, pour évaluer l'impact énergétique. Et également le type de chambre réservée, puisque sur une chambre qui est de plus en plus spacieuse, eh ben, on sera potentiellement amené à chauffer plus pour pouvoir chauffer la pièce et également à éclairer plus. Donc, ça a un impact plus conséquent. Très bien, merci beaucoup pour tous ces détails. Alors du coup, le premier challenge passé de calcul de l'empreinte carbone, alors challenge qu'on arrive à aller, où on arrive à aller aussi loin que Thales, mais j'ai envie de dire, il faut partir avec un point de départ en fonction des informations que vous avez, en fonction des accompagnements. Peut-être qu'il y a des sociétés qui n'auront pas la capacité à aller aussi loin en fait dans les détails de calcul, mais peut-être qu'à un moment donné, même si c'est en constante évolution, comme expliquait Henrik, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un point de départ pour commencer à agir, parce que le fait de calculer l'empreinte carbone, c'est de faire un bilan de là où on en est pour pouvoir monitorer aussi les impacts des actions qu'on mène. Donc, il y a un moment donné où vous devez de toute façon, que ce soit qualitatif ou pas, vous dire ce sera mon point de départ. Là, vous avez deux options ensuite derrière pour réduire l'empreinte carbone. La première, c'est de la réduire tout court en limitant, en fait, en évitant l'utilisation soit du transport ou en limitant le déplacement tout court. Donc, c'est éviter complètement l'empreinte carbone qu'on aurait générée. Et puis, la deuxième option qui arrive en deuxième lieu, quand il n'y a pas eu le choix et qu'il y a bien une empreinte carbone qui est constatée, c'est ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire de financer, alors il y a des cadres parfois réglementaires ou pas, enfin il y a plusieurs biais pour le faire, mais de financer un projet, quelque chose qui va générer autant, qui va compenser intégralement l'empreinte carbone que vous avez générée. Donc ça, c'est un peu les deux options, sachant qu'évidemment, la plus vertueuse consiste quand même à réduire son empreinte carbone. La compensation, c'est une deuxième étape quand on n'a pas pu faire autrement. Et donc là, il y a plusieurs plans d'action qui s'offrent au travel manager ou à l'acheteur travel pour essayer de réduire son impact environnemental. Alors chez Thales, je sais qu'il y a pas mal d'actions qui ont été menées, forcément, parce que ça fait un moment que vous suivez ce bilan carbone donc, et que vous faites des plans d'action. 2016, je crois que tu nous as dit. Alors, quelles sont les différentes catégories, exemples de choses en fait qui ont été faites au sein de Thales? Oui, là, le challenge, il n'est pas uniquement sur la compensation. Nos objectifs sont bien sur de la baisse, donc il faut qu'on y arrive. Alors, sur la partie achat, très classiquement, lors de nos appels d'offres, consultations, on va avec nos cabinets qui nous aident, on va aller sur des critères qui sont plus ou moins forts. Donc, on a toujours le critère commercial, bien évidemment. On avait toujours les critères sur la partie satisfaction du collaborateur, du voyageur, qui ont toujours été très importants. Et puis, on va mettre des poids peut-être un peu plus importants maintenant sur toute la partie sustainability et puis la partie éthique aussi qui a toujours été présente. Donc voilà, il y a évidemment une évolution sur ces critères.
Et puis on lance énormément de questionnaires lors de nos appels d'offres et consultations pour mesurer, pour connaître effectivement l'ensemble des initiatives de nos fournisseurs parce que elles sont, enfin tu l'as dit tout à l'heure, il y en a énormément. Il y a vraiment une prise de conscience là-dessus et donc les fournisseurs sont de plus en plus présents là-dessus. Donc on fait des questionnaires et les questionnaires c'est pas juste pour noter et pour classer, c'est surtout pour agir en partenariat win-win et pour pouvoir les suivre et d'année en année ou de mois en mois quand on fait nos business reviews, de voir où en sont les jalons et de pouvoir continuer sur cette approche gagnante-gagnante sur les objectifs que nous avons en commun de baisse de CO2. Il y a un investissement d'entreprise à faire évoluer aussi finalement l'ensemble de son écosystème. Bien sûr. Comme disait Henrik, ça fait partie des enjeux aussi carbone de créer de la valeur. Tout à fait. Et puis de là, après, on va pouvoir mettre en place des actions plus ou moins rapides. Alors, on va avoir des actions rapides quand on maîtrise bien notre dépense et quand on a des initiatives collaborateurs qui ne vont pas forcément, des initiatives, fournisseurs qui vont pas forcément toucher structurellement à nos politiques, par exemple voyage ou achat. On peut agir très vite. On peut donner des exemples comme le Paris-Bordeaux en 2 heures, où clairement ça a été un des exemples sur lequel on peut, en informant nos collaborateurs, en expliquant que c'est effectivement intéressant en termes de temps, mais également en termes de dépenses de CO2, ça peut être très plug and play et très rapide. Et puis, on a des alternatives qui vont prendre, des initiatives qui vont prendre un peu plus de temps. Et c'est là où un sponsoring important est vraiment intéressant. Parce que ça permet de mettre tout le monde autour de la table sur la partie des politiques, RH, entre autres, la partie opération. Et on peut agir aussi sur ces points-là. Donc, par exemple, pour citer, donc effectivement en ce moment on parle beaucoup de smart working. Donc qui dit smart working dit effectivement baisse des déplacements, dit donc économie de toute la partie carbone. Et puis après on touche un peu plus sur des domaines qui sont un peu plus sensibles, qui sont tout ce qui est politique. Que ce soit les politiques achats, voyage, et puis les politiques de tout ce qui est avantages collaborateurs. Par exemple, je parle des flottes automobiles. Donc là, on a pu mettre pas mal de choses en place. Sur la partie location courte durée, de mettre de plus en plus de véhicules propres, des petits véhicules, et puis des plus gros véhicules si jamais il y avait plusieurs personnes dans la voiture. Bon, le Covid, ça a un peu freiné, mais voilà, l'idée est là. Et puis, sur toute la partie politique véhicules société, il y a eu énormément d'efforts lors des derniers appels d'offres, avec des beaux succès. Le parc français correspond à peu près à 50% de notre parc. Et en fait, on a diminué, on a retiré le diesel, tout bonnement, surtout les véhicules sur les collaborateurs qui faisaient plus de 15 000 km par an. Et puis, en fonction, pour tous les autres, on a pu, Thales a abondé sur l'enveloppe qui était donnée au niveau des collaborateurs. À partir du moment où c'était des véhicules twin. Ce qui fait que tout ce qui était primo-accédant et renouvellement de véhicules, on a réussi à être à plus de 50% de véhicules propres. Oui, parce qu'un le challenge sur un scope aussi large. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu d'autres évolutions dans la politique voyage Alors, il y en a plein, on a plein d'idées. Et après, il y a des arbitrages à prendre. Mais c'est ce qu'on suit avec notre Sustainable Procurement, c'est que, voilà, encore une fois, on agit vraiment en mode projet. Les idées, elles sont là. C'est simple de les avoir. Et après, il faut qu'on arrive à les mettre en œuvre. Et puis, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a évidemment des challenges et puis à relever et voilà, des arbitrages à faire. Ce qu'on voit dans toutes ces discussions, c'est qu'il y a quand même une part de collaboration plus importante avec les RH qui avait peut-être précédemment dans les sujets plus déplacement professionnel classique. Là, on touche plus à la mobilité au sens large et du coup, ça intègre d'autres acteurs dans l'entreprise avec lesquels peut-être le trade manager ou l'acheteur avait peut-être moins d'interaction finalement, plus limité. C'est pour ça que le sponsoring, je le répète, est extrêmement important. Voilà. C'est vraiment, ça aide énormément. Alors côté Carlson, du coup, les étapes chez les clients pour mettre en place ces plans d'action, ça suit quel déroulé? Et là, du coup, on propose
de dire à nos clients de les accompagner sur les différentes actions à mettre en œuvre pour, premièrement, créer un programme voyage plus responsable, mais également réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé un processus en 4 étapes qui fait partie vraiment une solution de bout en bout et qui consiste à, premièrement, une phase d'analyse. On a dit, avant de mettre en place des actions, on l'a mentionné, il faut évaluer ces émissions. Donc, ça nous donne finalement une base de données d'émissions. Donc, on recommande vraiment d'analyser cette base pour identifier quelles sont les alternatives, quels sont les différents scénarios envisageables, où l'effort est-il à prioriser, pour finalement identifier les objectifs, si ce n'est pas déjà fait, mais surtout identifier le chemin qui reste à parcourir pour atteindre ces objectifs. Et donc, du coup, ensuite, créer une stratégie, accompagner ou s'accorder sur le plan d'action, les actions à mettre en place, et commencer par l'une d'entre elles qui est très importante, et Charlotte l'a mentionné, c'est réécrire la politique voyage. Aligner la politique voyage avec les nouveaux objectifs RSE de l'entreprise. Parce que s'il y a des nouveaux objectifs, eh bien, la politique voyage doit absolument être alignée puisque les voyageurs vont l'utiliser comme un guide. Donc, si la politique voyage n'est pas réécrite et n'est pas alignée avec les nouveaux objectifs, eh bien, il va y avoir un gap dans les actions à mettre en place par la suite. Et voilà, l'exemple a été donné par Charlotte sur Paris-Bordeaux. Eh bien, c'est un exemple type qu'il faut écrire dans la politique voyage. Il faut le mentionner. Les voyageurs vont pas le savoir par eux-mêmes, ça peut effectivement, dans leur démarche responsable, ils peuvent se dire il vaut mieux prendre le train, mais pour ceux qui ont été habitués à prendre l'avion dans le passé, ce sera pas forcément immédiat. Donc il faut absolument le mentionner. Donc ça c'est la première étape. Une deuxième étape est ensuite de sélectionner les fournisseurs durables qui permettront de pouvoir effectivement appuyer et aider à atteindre les objectifs effectivement. Et actuellement, on soutient Thales dans la mise en œuvre de cette action pour sélectionner les fournisseurs durables sur le programme aérien. Et il y a beaucoup de nos clients qui souhaitent intégrer des critères environnementaux, puisque c'est soit un choix comme le fait Thales, mais parfois une nécessité pour justifier les choix des fournisseurs. Et aussi parce que, voilà, on l'a dit, beaucoup de fournisseurs ont leur propre mode de calcul, mais également leurs propres actions, leurs propres labels qu'ils ont obtenus, leur propre plan de compensation. Et c'est voilà, c'est parfois extrêmement difficile de pouvoir s'y retrouver et de pouvoir les comparer, en fait, les évoluer et les comparer. Donc on a vraiment réinventé le processus d'appel d'offres qu'on faisait auparavant pour développer une nouvelle méthodologie qui comprend 30 critères autour de 3 grands aspects qui sont l'offre commerciale, toujours, parce que ça reste important, mais également quelles sont les différentes actions mises en place par les fournisseurs afin de réduire leurs émissions. Donc ça peut être l'utilisation de biofuel, ça peut être également un programme de compensation, un programme de réduction des émissions. Donc ça peut être très très varié, c'est 30 critères que l'on évalue pour vraiment avoir une même échelle et une même grille d'évaluation entre fournisseurs. Et le troisième aspect, c'est le bien-être du voyageur, puisqu'on a dit finalement, ça reste lui qui voyage, donc il faut prendre en considération cet élément. Le but, c'est de sélectionner des fournisseurs qui sont durables en se basant sur les 3 piliers de la RSE, donc à savoir People, Planet, Profit, donc les voyageurs, la planète, le climat et les profits de l'organisation, en l'occurrence les économies liées à l'appel d'offres. Si je peux rajouter un petit point sur la partie sélection aussi. Un élément que vous avez évoqué de manière générale, c'est aussi choisir un fournisseur qui partage les mêmes valeurs. Et, vous citiez le référencement EcoVadis de Carlson. S'assurer que le fournisseur il met en place des choses pour ses clients, mais qui propage aussi une démarche RSE en interne, c'est clé parce que je pense que si ça reste qu'au niveau du produit et du service, finalement c'est pas durable dans le temps. Il y aura forcément une limite parce que c'est pas dans la culture et l'état d'esprit de l'entreprise. Donc c'est vrai que ces critères-là aussi sont importants et rajoutés du coup dans les éléments. Exactement. Et le but c'est aussi de pouvoir évaluer l'évolution dans le temps. On l'avait mentionné ensemble là, effectivement, il y a certains fournisseurs, qui sont en avance sur d'autres. Et pour pouvoir partager cette information également pour ensuite les amener à mettre en place d'autres actions qui seront responsables et qui rejoindront du coup les objectifs de l'entreprise. En troisième étape vient ce qu'on appelle l'implémentation, donc là c'est-à-dire l'accompagnement vers le changement de culture et vers également les éléments qui seront disponibles aux voyageurs. Donc je m'explique, ce serait vraiment s'assurer de mettre en place des actions qui vont vraiment changer la manière dont les voyageurs vont voyager. Cela peut commencer
par exemple, par ta communication auprès des voyageurs sur la nouvelle politique voyage, sur les nouveaux objectifs de l'entreprise en termes de RSE, communication à travers les différents canaux de l'entreprise, que ce soit l'intranet, mais également des outils de réservation, puisque finalement, ce sont principalement aussi ces outils que les voyageurs vont utiliser pour réserver, et ils ont besoin d'être guidés sur ces outils. Donc, il y a le paramétrage, le nouveau paramétrage des outils avec nouveau niveau de préférence des fournisseurs durables. Ça peut être également des restrictions de voyage. Dans cet exemple que Charles t'a donné sur Paris-Bordeaux, eh bien, pourquoi pas tout simplement enlever l'affichage des fournisseurs aériens et uniquement le train. Ça a des limites, évidemment. Quand le train est complet, il faut pouvoir laisser des alternatives. Donc, c'est sur toutes ces actions qu'on accompagne pour vraiment s'assurer que le voyageur ait un choix, mais un choix qui soit responsable. Ça peut être également l'éducation, on a mentionné l'éducation auprès des voyageurs, donc via des infographiques, on peut imaginer, comme elle a dit, des quick wins, le guide du voyageur responsable, qui peut être partagé avec l'ensemble des voyageurs, mais également s'assurer de les impliquer dans la démarche en les informant de leur propre consommation liée à leur déplacement. Et on accompagne actuellement un grand groupe français du CAC 40 sur cette démarche de partager l'information avec les voyageurs, leur indiquer, voilà, sur tous vos déplacements, vous contribuez à tel pourcentage de consommation carbone, voici votre part, et des points de référence, puisque c'est très important. C'est facile de dire vous consommez 1 tonne, bon, ça ne peut pas forcément à tout le monde. Voilà, il faut expliquer à quoi ça correspond pour vraiment les inciter à changer de comportement. Et je finis du coup sur la dernière étape, l'évaluation et mesurer ses performances. Donc, il y a un objectif qui est sûrement fixé, et bien il faut l'évaluer, savoir où est-ce qu'on en est à mi-parcours, à fin de parcours. Exactement, voilà, c'est ça, s'assurer que finalement les actions qui ont été mises en place permettent d'atteindre cet objectif, et dans le cas contraire, pouvoir les remettre sur actions, réajuster si besoin. Bien sûr. Donc ça, comme tu évoquais, la partie changement de culture, c'est un sacré challenge. Il y en a d'autres aussi, enfin, que vous constatez chez les clients et que côté Thales vous avez rencontré. Pour toi, Charlotte, les challenges les plus importants dans cette démarche, en fait, de mettre en place de la réduction carbone, c'était sur quoi? En fait, il y a plusieurs arbitrages à faire. Et à partir du moment où on fait un arbitrage, c'est qu'il y a un consensus derrière. En fait, on a, par exemple, si je donne quelques exemples, qu'est-ce qu'on choisit entre la sécurité et l'écologie? Est-ce que demain, je dis, il n'y a plus de voitures de fonction, on est tous en trottinette électrique? Est-ce que vraiment c'est raisonnable sur nos types de société? On va avoir aussi des arbitrages comme tout ce qui est confort du voyageur. On en parlait tout à l'heure. Sur un aller-retour journée, est-ce que je peux leur demander de faire un Paris-Brest en 4 heures de train, ça fait 8 heures par jour, enfin, voilà. Donc il y a des arbitrages évidemment qui sont importants et qu'on mesure. C'est-à-dire que quand on a toute notre liste d'initiatives et de listes au Père Noël, on va mesurer en fait à chaque fois, pas uniquement l'économie en CO2 qu'on va avoir, mais aussi le temps qu'on va avoir au niveau du collaborateur, et puis tous les impacts qu'on peut avoir sur la sécurité collaborateur, mais aussi la sécurité de la data. Et puis évidemment, il y a un aspect coût dont on parle peu, mais il est évident. Sur des solutions moindres en CO2, on peut avoir un impact coût qui est là et qu'il faut mesurer. Important aussi. Exactement. En tout cas, qu'il faut présenter et qu'il faut arbitrer. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est au niveau de l'embarquement des collaborateurs. On va dire que c'est la bonne nouvelle, s'il ne doit y en avoir qu'une seule de toute la crise Covid, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de challenge, et ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas accompagner le collaborateur, parce que oui, il y a des habitudes et oui, elles sont toujours difficiles à changer, mais il y a une vraie prise de conscience et elle est à 360, c'est-à-dire elle est au niveau de la société, elle est au niveau des fournisseurs et elle est aussi au niveau des utilisateurs finaux. Ça va faciliter finalement. Ça va faciliter, tout à fait. Et chez les clients, du coup, où vous intervenez, côté Carlson, alors hormis les challenges du coup que Charlotte a déjà cités, est-ce qu'il y en a d'autres où vous voyez que ça peut rendre les choses plus compliquées en fonction des contextes? Ouais, je pense que les challenges qu'a nommé Charlotte, je pense qu'on sont vécus par beaucoup d'acteurs sur le sujet. Je pense qu'il y a 3 challenges clés que vivent les travel managers aujourd'hui et les entreprises de façon générale.
C'est le support interne. Je pense qu'au-delà de l'éducation, je pense qu'il est important d'avoir un réel support interne, un sponsoring, un support hiérarchique qui va tout simplement refléter la culture, les objectifs et les priorités de l'entreprise qui ont été fixés et qui vont permettre le changement, un changement de comportement, un changement de fournisseur. Donc ça c'est vraiment, je pense, important, et c'est important d'ailleurs dans tout programme voyage, dans tout aspect d'un programme voyage. Et ça dépasse aussi le voyage, bien entendu. La deuxième difficulté, challenge qui est important, c'est le manque de visibilité. Clairement, un manque de visibilité sur les actions concrètes menées par les fournisseurs. D'où ce travail de fond dont on a parlé, de rationalisation, et de pouvoir faire vraiment une démarche personnalisée à l'entreprise. Ça, c'est très important. Culture et objectif de l'entreprise. Et le troisième difficulté, je pense que je verrai et qui rejoint ça, c'est l'accès à des outils qui vont permettre d'aller plus loin. Donc, des outils de suivi au-delà de l'évolution factuelle, qui va nous permettre une analyse prédictive et qui va nous permettre de prendre des actions de façon proactive, correctrice, donc bien entendu en amont. Et la deuxième outil qui rejoint un peu ce que disait Henrik et un peu ce que disait Charlotte également, c'est dans toute l'éducation du voyageur, c'est des outils qui permettent une communication personnalisée envers le voyageur en fonction de son comportement de voyage. Exactement. Et donc là, ça va le toucher personnellement et finalement, en tant qu'humain, il va se sentir acteur du changement et acteur dans ses objectifs d'entreprise. Et ça, c'est vraiment la dimension humaine auquel on croit beaucoup chez CWT, et c'est une communication positive. Voilà. C'est une manière de le sensibiliser aussi. Ouais. C'est pas seulement lui dire voilà ce qu'on vient de présenter, c'est pas culpabiliser, c'est le sensibiliser et l'impliquer dans le plan d'action. Et c'est là on voit où l'hyper-personnalisation qui est nécessaire, elle revient sur les enjeux en fait de la data. C'est que sans un maximum d'informations sur les voyageurs, c'est compliqué d'identifier les comportements avec des influences. La big data va jouer un rôle clé dans tous les éléments dont on a parlé. C'est le point de départ. Eh ben, je vous remercie beaucoup de vos participations, très enrichissantes. J'espère que du coup, ça a répondu à beaucoup de vos questions sur le sujet de l'empreinte carbone et la mobilité. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci à tous. Au revoir.